Oui, que la permaculture, c'est pas que du jardinage, c'est l'ingénierie. Ouais. Ça va, t'es trop loin. Pardon? Je peux parler un peu plus fort peut-être. Ouais, Ouais. peut-être. Ok. Je parle un peu plus fort. Ok. À la base, dans n'importe quel domaine de la permaculture, c'est des démarches stratégiques. Donc si vous pensez à un peu de jardinage par exemple, donc il y a qu'est-ce qu'on va cultiver quand, qu'est-ce qu'on va mettre avec, qu'est-ce que c'est les stratégies de fertilité, d'agroforesterie, toutes les choses qu'on fait, mais c'est vraiment des démarches stratégiques. Donc c'est la même chose pour tout ce qui concerne la reconstruction sociale et la permaculture urbaine. Donc il faut voir que la permaculture urbaine, ça ne se réduit pas non plus à juste comment cultiver sur les toits et choses comme ça. Alors quand on regarde des systèmes, n'importe quel type de système, ça peut être un jardin, ça peut être une ferme, ça peut être tout un paysage, ça peut être une commune, un village, un quartier en ville, une ville, un pays, un terroir, peu importe ce que c'est. On a toujours un peu le même processus, le protocole qu'on utilise dans l'ingénierie. Et donc ça c'est basé sur les principes, c'est basé sur les principes éthiques aussi. Et là par exemple, je peux parler de quand je fais une analyse d'un système, je vais noter qu'est-ce qui marche bien dans le système. Et je vais noter ça, donc ça c'est des choses qu'on va préserver. Qu'est-ce qui ne marche pas bien, qui peut être adapté, ou transformé, ou amélioré pour que le système marche mieux. Et après, on a de partie que tout ce qui est toxique, nocif, qui nuit à la santé, des choses comme ça, là, il faut éliminer ces choses. Donc c'est vraiment très simple, enfin, quand on a ces trucs-là, et ils disent que si c'est pas bon pour les humains, c'est pas bon pour la planète, c'est éliminé. Okay. Et après, quand j'ai dit c'est des démarches stratégiques, moi j'ai fait pas mal de jardins en ville, j'ai fait des jardins sur les toits, j'ai des plans d'eau, plein de choses comme ça. J'ai aussi travaillé dans pas mal de quartiers, j'ai aussi travaillé dans des villes en France, en Turquie, dans des pays en Afrique et un peu partout. Donc c'est quelque chose qui sort de tout ce genre d'expérience, c'est que tout dépend du contexte. Donc c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, qu'il n'y ait pas des solutions, des stratégies universelles qui marchent partout. Par contre, l'ingénierie de la permaculture, la démarche de faire des analyses, une conception, la mise en œuvre et l'entretien, ça c'est le même partout. Partout par rapport où je suis, c'est la même approche. Mais les techniques, les stratégies et tout ça, ça change. Okay? Ce qui est quelque chose qui marche bien chez moi, de aller plus loin, ça ne marche pas. Quand on regarde les villes actuellement, moi j'ai ça fait 30 ans, depuis 1990, que je suis permaculteur. Donc pendant ce temps-là, j'ai acquis beaucoup de connaissances dans tous les domaines de la permaculture. Donc, quand ça concerne tout ce qui est culturel, donc c'est élevage, agroforesterie, agroécologie, tout ce genre de trucs, un type de sol, nature de sol, tout ce qui concerne les cultures, maintenir la fertilité et aussi comment gérer les animaux, etc., dans un système intégré. Quand on commence à parler le monde des humains spécifiquement, c'est très important pour moi que je comprends aussi l'humain. En tant des êtres, comme ils sont, et les différences. Du coup, toutes les villes sont différentes. Là, je parle de la permaculture urbaine, évidemment. Et quand on fait un bilan de beaucoup de pays, on va constater qu'il y avait une espèce de fuite des personnes des milieux de la campagne. Et donc ça s'est constaté depuis longtemps qu'il y a plein de gens qui partent de la campagne pour aller en ville. Donc c'est un grand mouvement mondial depuis longtemps. Dans ça, je vais explorer en tant que permaculteur, en tant que stratégiste, je vais explorer l'histoire des villes. Pourquoi est-ce que les villes sont là? Pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire des villes qu'on n'avait pas pendant 200 000 ans? Qu'est-ce que c'est leur fonctionnement? Qui soit différent selon la ville, selon où il se trouve.
Et dans ça, j'ai besoin aussi de comprendre le minimum des choses par rapport à l'humain. Parce que nous, on est en train de... Si je travaille avec les vaches, par exemple, les vaches, elles ont un certain comportement. Ils ont un taille de troupeau qui est adapté, ils ont un milieu qui est adapté, etc. etc. Donc nous, dans la permaculture, on va essayer de reproduire autant possible leur contexte naturel pour que les animaux qu'on a autour de nous sont en bonne santé, ils se régalent et ils sont bien. Okay. On va essayer de faire la même chose pour les humains. Ça vous va? Parce que sinon c'est... Ok. Alors comme j'ai dit, pour faire ça, j'ai besoin de comprendre un minimum l'humain. Ce qui se passe il y a genre 13 000 ans, ils avaient ce qu'on appelle une excursion géomagnétique, donc il y avait un changement de polarité qui a bien bousculé l'espèce. Et avant ça, c'était il y a 42 000 ans, ils avaient une autre excursion géomagnétique. Et c'est à un moment-là, on s'est mis à aller dans les grottes parce que quand on a des changements géomagnétiques comme ça, il n'y a plus de couche d'ozone. Donc on a beaucoup d'UV. Donc les humains se mettaient dans les grottes et les femmes ont commencé à les peindre, des choses comme ça. Donc c'était principalement beaucoup les peintures qu'on trouve dans les grottes, c'était fait par les femmes. Et donc c'était un grand changement. Et puis par la suite, on avait la fin de l'âge de glace, la période de glaciation, on est dans un interglacial. Et on a commencé à radicalement changer nos façons de vie, de comment on est, comment on s'organise. Et on est parti dans un sens qui est relativement antinomique à l'animal de l'humain. Okay. Nous, on est à la base un pro-social. Chez les chasseurs-cueilleurs, les bases, c'était le partage, l'équité et de travailler ensemble, mais tout en respectant l'individu. Ils n'avaient pas de hiérarchie comme ça. Il n'y avait pas de guerre, ils n'avaient pas plein de trucs qu'ils n'avaient pas. Par la suite, on a changé tout ça et il y a assez longtemps, on a commencé à créer des villes. Donc petit à petit, une espèce d'histoire d'urbanisation. Et c'était un peu n'importe quoi. Comment ça s'est évolué comme ça, complètement par hasard. Et donc nous, on est dans l'objectif maintenant, c'est d'explorer qu'est-ce qui se passe dans une ville, quels sont ses fonctionnements et comment est-ce que je peux adapter une ville à l'humain, l'animal qui habite dedans. Parce que pour l'instant, ils sont complètement inadaptés à l'humain. Okay. La forme de bâtiment, les géométries de l'espace, le type de matériaux, sans parler de la pollution, etc., etc. Donc ça nuit gravement à la santé des gens. Vous suivez? Okay. Donc ça c'est quelque chose, donc on sait qu'il y a plein de choses à éliminer. Mais comme j'ai dit, je reviens au début, que c'est une démarche stratégique. Et nous on est en train de se demander, ça fait longtemps, on se demande si c'est bien qu'on continue à laisser passer la fuite des gens vers les villes. J'ai besoin de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui force les gens de quitter leur pays, leur terroir et autres, leur commune, pour aller en ville. Donc il y a toute une liste de raisons pour ça. Et donc, par la suite, c'est cette énorme croissance des villes, maintenant les méga-villes, etc., qui sont en train de croître comme ça. Maintenant, on sait aussi que dans pas mal de pays, le taux de fertilité de nombre d'enfants est en train de baisser. C'est-à-dire qu'on a passé... Dans quelques années, on va passer le pic de population, on va avoir une décroissance de population, et nous, on va rester avec des énormes villes qui ne sont pas adaptées à l'humain. Alors la partie stratégique, c'est pour la permaculture urbaine, c'est pas en ville. Pour moi, la permaculture urbaine, ça commence dans la campagne. C'est qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'habitant d'une commune, à faire en sorte que la commune marche bien, que les gens qui veulent rester peuvent y rester, il y a une économie qui marche bien, le bâtiment est bien, voilà. Pour en gros réduire la fuite de la campagne, parce que de plus en plus c'est abandonné et vide. Et ça c'est une espèce de cascade, un fait en cascade dans le mauvais sens, parce que le monde, il y a personne dans un bled, le monde qui a des activités, le monde qui a d'activités économiques, des choses comme ça, des services, des choses comme ça. Donc ça juste simplement de plus en plus de monde qui part, parce qu'il n'y a plus rien. Mais le truc avec les effets en cascade, c'est qu'il faut aller dans les deux sens.
Okay, donc très souvent on entend parler maintenant, il y a un effet en cascade parce que les fonds des glaces, etc., etc. Et ça va dans le mauvais sens. Mais on peut aussi trouver des points d'appui pour aller dans l'autre sens et pour faire en sorte que ma commune va commencer à avoir une bonne économie de proximité, de plus en plus de services, meilleure qualité de bâtiment, gestion d'eau, zéro déchet, zéro plastique, carbone négatif, des choses comme ça. Donc ça, c'est une échelle à laquelle on peut agir relativement facilement au sein d'une commune. Et après, donc on travaille ça, vous imaginez un petit peu que voilà, tout autour d'ici, maintenant, c'est plein de communes, c'est bien, les gens se trouvent dans leur commune ce qu'ils veulent, la culture, le divertissement, le travail, de bonne qualité d'air, eau et denrées, compagnie, et travailler ensemble. Et là, on peut commencer à voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à une ville, pour transformer une ville, pour que ça soit adapté à l'humain. Alors l'humain, c'est une espèce, comme je dis, pro-sociale, et nous, on est adapté à une certaine taille de population. Les chiffres, c'est un peu variable, ça dépend à qui on lit, mais ces gens entre 180 et 250 personnes, c'est un réseau qui est convivial pour un être humain. Quand ça dépasse ce seuil-là, je commence à sentir l'anomie, de détachement de la société dans laquelle je me trouve, et on va faire un clic dans la grande société. Et donc ça, c'est des choses qui sortent dans... Les gens, ils appellent ça la permaculture humaine maintenant, mais très souvent, c'est un peu simpliste. La permaculture humaine, si vous voulez aller dans ce sens-là, ça, c'est toutes les choses comme l'anthropologie, paléoanthropologie, psychologie, les neurosciences en général, l'économie et ce genre de choses, pour comprendre l'humain et comment on peut fonctionner avec. Et donc, depuis longtemps, il y a le concept de ce qu'on appelle le village urbain. Alors, on a une énorme ville, ça peut être n'importe quelle ville que vous connaissez, des énormes villes, et dans ces villes, il y a toutes les choses qu'il faut éliminer dans la ville, parce que c'est juste pas bon pour la santé. Okay, donc c'est plein de choses. Donc, est-ce qu'on va faire ça à l'échelle d'une ville, ou est-ce qu'on va commencer à l'échelle de l'humain? Donc l'échelle de l'humain, c'est la commune. Alors c'est mon quartier, c'est ma commune. Donc nous, on est vraiment depuis longtemps, c'est le localisme permacole, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus efficace pour les gens à agir juste autour de chez eux. Donc si je commence une installation d'un concept ici, en conception, je vais faire les jardins juste autour du bâtiment. Les jardins, ce qu'on appelle zone 1, c'est intensif, c'est juste à portée de main, c'est juste dehors comme ça, donc je n'ai pas besoin de faire 2 bornes pour aller cultiver. Donc c'est exactement la même démarche par rapport à tout ce qui concerne la gouvernance, gestion des ressources, gestion de paysages, gestion de bâtiments, etc. etc. C'est beaucoup plus efficace quand c'est fait à l'échelle locale. Il y aurait des connexions, évidemment. Ouais. Alors, il est possible de travailler avec la psychologie des humains. Et donc, on a fait ça dans quelques lieux. C'est avec une stratégie de plantation, stratégie d'ouvrir ce qu'on appelle les trams bleus et les trams verts, c'est-à-dire que tout ce qui les canaux, les rivières, les lacs, et avec des arbres, des arbustes, et un peu avec le bâtiment, de créer autour d'un lieu comme ça, dans un quartier. Et bien on va planter, on va aménager l'espace pour que les gens qui habitent dans le quartier, ils ont l'impression qu'ils habitent dans un petit village. Okay? Donc du coup, on perd le problème de l'anomie, on gagne beaucoup aussi. Il y a une forte relation entre les arbres en ville et plusieurs choses. Fait stratégiquement, dans un quartier, une plantation de gestion des arbres et des arbustes dans un quartier, on peut faire agir pour réduire la criminalité dans le quartier. De plus qu'il y a des arbres, des choses comme ça, il y a moins de crimes. Ça va aussi à un impact par rapport à la température, l'humidité, ça va prolonger la vie de tout ce qui est les trottoirs et les routes, les goudrons.
Et évidemment, comme il y a beaucoup de plantations des arbres en ville, mais c'est juste des arbres comme les platanes, des choses comme ça, nous évidemment on va dans le sens de ce qui est comestible. Donc on peut voir que j'ai un village urbain et tout autour du village urbain, c'est des vergers. Et on va faire les vergers comme ça, et ces vergers vont être les biens communs. Parce qu'il faut aussi qu'on travaille pour recréer les biens communs, arrêter cette absurdité que quasiment tout le monde achète quasiment tout leur bouffe dans un supermarché. Ok. Et c'est pareil pour la gouvernance. Il y avait des gens qui ont écrit un article sur cet oiseau-là, le colibri, là, en disant que la permaculture c'est politique. Mais pour moi, c'est comme dire que l'architecture, c'est politique. C'est pas politique, c'est l'ingénierie, la permaculture, et c'est pas politique. On peut l'utiliser pour inventer, créer, refaire les systèmes de gouvernance, ça c'est sûr. Mais la permaculture, c'est l'ingénierie, c'est pas politique. Vous me suivez là? Alors quand on regarde les systèmes de gouvernance, par exemple dans une ville ou dans un pays, c'est centralisé. Et malgré qu'ils disent que ce n'est pas le cas, c'est quand même concentré au centre. Et ce n'est pas du tout efficace par rapport à la gestion d'un pays. Donc dans la sociologie, et pas que, mais on a constaté que par exemple en France, il y a de plus en plus des grandes villes. Donc on a Lyon, on a Marseille, on a Nantes, etc. Donc c'est une grande croissance de ces villes-là. Et c'est comme un organisme qui est en train d'essayer de pousser d'autres têtes, d'autres cerveaux. Alors dans cette recherche-là, on constate que ça crée une tension dans une nation, dans un pays, parce qu'il veut pousser d'autres têtes. Et parce que ici, par exemple, c'est Paris qui veut être le seul tête, ça crée des tensions dans tout le pays. Donc ça c'est non souhaitable et c'est pas l'idéal. Alors le principe de la gouvernance en permaculture, c'est que le plus on va faire un maximum de prise de décision, la gouvernance, c'est un maximum au niveau local. Et après, c'est des étendues de gouvernance. Par la suite, c'est bio-régional. Après, par la suite, c'est par rapport à multi-bio-régional, des choses comme ça. Mais ça va vraiment dans l'autre sens. Donc, je suis dans ma commune, dans mon quartier. Nous, on connaît les contextes, on connaît les conditions, on connaît les gens. Et c'est beaucoup plus intéressant pour nous de gouverner ça plutôt qu'avoir des choses imposées de l'extérieur. Donc c'est juste simple, c'est pas politique, c'est juste la gouvernance et l'approche stratégique et de faciliter les choses. Les raisons historiques pour les villes ne sont pas très souvent, les gens vont dire que les villes, on a créé les villes pour se défendre. Okay? Mais ça c'est après, on a fait ça après. Et au début, c'était simplement parce qu'il y a quelques activités genre économiques qui ont besoin d'une espèce de filière de compétences et d'autres micro-industries autour. C'était une étude qui a été faite en Amérique du Sud avec une espèce de proto-ville là-bas. Il n'y a absolument pas de défense, c'était juste, il n'y a pas d'évidence de guerre, rien du tout. Et c'était la petite ville, proto-ville, c'était lié à la côte, par une rivière. À la côte, ils avaient des gens qui faisaient la pêche et donc ils avaient besoin de chanvre pour faire le cordage, pour faire les voiles. Et du coup, ils ont déplacé tous ces types d'industries vers un endroit où c'était beaucoup plus adapté à la culture de chanvre et à la transformation de chanvre en voile et en cordage. Tout ça, c'était exporté par la suite à la côte et en échange pour les poissons et choses comme ça qui étaient amenés de la côte. Donc ça, c'est la raison principale pour les villes. Quand on fait un bilan, une analyse d'une ville, on va dire, ok, voilà, il y a des activités qui ont besoin d'une certaine densité de population. Ça peut être les cités universitaires, ça peut être autre chose comme ça. Et l'avantage de déconstruire une ville pour le reconstruire avec des villages urbains, c'est que déjà ça travaille avec l'humain, mais en plus on garde l'espèce de densité, donc on a besoin pour certains types d'activités, certains types de micro-industries. Et les échanges de ressources, voilà, l'abrassement culturel, etc. On reste à l'échelle d'humain, okay, avec les villages urbains.
quand on commence à parler de les démarches depuis assez longtemps pour si je travaille dans un quartier, c'est un peu simple. On va explorer avec les gens qu'est-ce qu'ils veulent dans le quartier, quelles sont les problématiques pour eux dans le quartier. J'irai pas en disant qu'on va faire la permaculture, on va faire les bacs à légumes partout, des choses comme ça, parce que parfois je suis dans un quartier, ils n'ont absolument rien à foutre à ça, quoi. Ça, c'est pas leur priorité. La priorité, c'est trop de bruit, pollution, pas assez de travail, etc., etc. Et les problématiques, on dit la permaculture, le problème, c'est la solution. Dans ce contexte-là, la solution, c'est que ça me donne un porte d'entrée vers les gens. Est-ce que je vais travailler avec ça? Vous me suivez? Parce que j'entendais plus ce que je disais là. Et ok, donc ça me donne la porte d'entrée. Et puis par la suite, je vais travailler avec les gens. Donc ça, c'est le parti stratégique aussi avec la permaculture, c'est qu'on n'oblige rien aux gens. Simplement, on a ce truc de l'ingénierie, un protocole, un processus pour concevoir un quartier, un village, une commune, toutes les choses que j'ai dit. Plus tout ce qui est gestion d'énergie, gestion d'eau, gestion de bâtiments, production, etc. C'était une amie, j'ai vu un spectacle avec elle et il y a un temps, nous avions un spectacle, un solo, et à la fin de son spectacle, elle disait on peut tout faire avec la permaculture, mais on ne fait pas n'importe quoi. Et donc c'est vraiment le truc, c'est qu'on a des possibilités incroyables d'agir, de faire des choses, mais l'important c'est de ne pas faire n'importe quoi. Alors c'est pour ça qu'on insiste sur les démarches stratégiques dans l'ingénierie de la permaculture, pourquoi on fait les analyses, on va trouver autant d'informations possibles et on commence à agir, mais par la suite on fait une conception de lieu. Et cette partie-là, c'est vraiment intéressant dans les quartiers parce qu'on va faire un grand maquette. On fait un grand maquette qu'on peut, c'est coupé en 4 par exemple, donc on peut le déplacer. Et c'est les gens dans le quartier, autour des barres d'immeubles, des choses comme ça, qui vont travailler avec moi. Bon, moi, je vais travailler pour eux, en fin de compte. Et puis petit à petit, on va élaborer une conception pour leur quartier. Okay, donc ça vient d'ici et ça s'étale comme ça. C'est pas un truc d'ici qui est imposé. Et ma femme qui travaille, putain, ça me fait chier, excuse-moi des choses. Et elle travaille sur un film avec Fatima Sissani en ce moment. C'est par rapport à un quartier dans le nord de Marseille. Et ça fait 20 ans qu'ils sont en train d'améliorer le quartier, quoi. 20 ans, dans les 20 ans, les gens travaillent et qui vivent dans la poussière, dans la mer, des choses comme ça. Et il y a évidemment, stratégiquement pour la mairie, il veut en gros foutre en l'air les communautés qui étaient là avant. Okay? Donc ils ont bien réussi leur truc, sauf qu'il y a des gens qui ne veulent pas quitter, veulent rester parce qu'ils aimaient bien ça. Donc nous on est complètement l'opposé. Il n'y a pas de truc ici qui descend bas. Donc on va travailler avec les gens dans leur quartier pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec leur quartier. Et évidemment, il y a des choses on peut faire beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, on ne peut pas forcément raser un bar d'immeuble, parce que ça fait beaucoup de pollution, ça fait un gaspillage de béton, des choses comme ça, donc tout ce qui est pas bon. Mais on va travailler avec les gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de leur bar d'immeuble? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit humain? Et ce qui est super avec ça, c'est que les gens qui sont à des revenus modestes, des choses comme ça, ils sont beaucoup plus pro-sociaux que les gens qui ont beaucoup d'argent. Okay? Donc ça c'est... les gens, en gros, veulent s'entraider. Parce que quand tu n'as pas beaucoup de thunes, bah, tu dépends des autres. Ça c'est comme dans le monde paysan, c'est pareil quoi. Et des gens, où j'étais en Bretagne par exemple, les voisins ils ne comprenaient pas que si quelqu'un s'installe, qui s'isole de tous les gens qui sont autour. Ils ne comprennent pas parce que c'est juste anti-survie en fin de compte. Et dès que en plus d'argent, moins d'empathie, ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que les gens veulent travailler ensemble et veulent s'entraider. Donc on peut, dès qu'on a trouvé le petit point d'appui,
on peut relativement facilement basculer un effet en cascade positif et puis les choses vont commencer tout de suite à s'améliorer. Ce qui est encore plus intéressant avec ça, c'est que ça se fait comme de plus en plus partout maintenant. Il y a de plus en plus de gens dans leur quartier, ou dans leur village, comme ça, qui s'opposent à des grands trucs de développement, choses comme ça. On va faire un shopping mall, voilà, choses comme ça. Ils résistent à ça, ils insistent à recréer ce qu'eux ils avaient créé. Donc des marchés, production locale, tout ce genre de choses, grande diversité. Donc ça c'est vraiment intéressant que ça bouge à fond en fin de compte. Et alors simplement pour imaginer une ville permacole, c'est une ville maintenant avec des plans d'eau, les trains verts, les trains bleus, qui est divisée plus ou moins en villages urbains. Là, comme j'ai dit, on travaille le psychologie des gens, c'est juste une simple rangée d'arbres, encore mieux, un double rangée d'arbres. C'est un grand impact psychologique, c'est-à-dire que les choses qui sont de l'autre côté sont de l'autre côté. Si c'est quelque chose qui fait du bruit, je vais le ressentir qu'il y a moins de bruit. Il n'y en a pas, mais c'est pareil, au niveau décibels, mais j'ai le ressenti qu'il y a un changement. Le plus qu'un quartier est joli, vous connaissez bien le principe de la fenêtre brisée, quoi. Moi je préfère le principe de sac poubelle. C'est quelqu'un qui balance un sac poubelle quelque part, quand on revient 2 heures après, il y a 50 sacs poubelles, quoi. Donc ça c'est le déclin d'un quartier. Et il dit ça, le principe des vitres brisées, de plus en plus il y a des vitres brisées, de plus en plus c'est en déclin comme ça. Donc ça c'est une cascade dans le mauvais sens, et donc on va agir pour faire que c'est une cascade dans le bon sens. Okay. Est-ce que vous voyez très bien tout de suite qu'il y a une énorme problématique avec ça? C'est très positif jusqu'à là. Je travaille dans mon quartier, je rends super joli, les choses qui poussent partout, on a des groupements d'achat, on a même peut-être un système d'échange local, on a une économie de proximité, c'est joli, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer? Hein? Les prix vont monter, pourquoi? C'est parce que ça va être gentrifié. Ok. Alors, donc ça c'est une problématique. Ça m'est arrivé dans un quartier quand j'ai commencé ma carrière en tant que permaculteur. Et avant ça, à Copenhague, il y avait un grand projet dans un quartier populaire à Copenhague. Ils ont refait le quartier. Et 2 ans après, c'était juste blindé de Porsche et Lamborghini et ce genre de choses comme ça. Alors, dans mon petit livre là, la permaculture urbaine, sociale et économique, ou quelque chose, un titre du genre, j'explore quelques démarches. Qu'est-ce qu'on peut faire pour agir, parce qu'on sait que ça va se faire. Okay? De plus en plus c'est joli, de plus en plus ça attire les gens, et le plus les gens qui viennent sont des gens aisés. Non, on ne veut pas ça. Donc il y a des astuces qui sont là, donc il se peut avoir que le maire va agir aussi, qu'il y a de plus en plus de maisons sociales, qu'il y a peut-être moins de taxes sur les gens qui sont résidents depuis longtemps, et après aussi un truc de solidarité chez les gens qui ne vont pas à n'importe qui. Je travaille dans un village en Albanie, et ils ont une charte du village, donc c'était géré par le curé. Et à la fin de la période soviétique, il a ajouté sur la charte, vous n'avez pas le droit à vendre à les gens qui ne sont pas de village. Et du coup, ça a bloqué tout, en fin de compte, parce que les gens respectaient ça, ça a bloqué tout. Dans les autres villages, c'est super joli, dans les montagnes, comme ça. Ils ont vendu, ils ont parti en ville, et ils ont bien regretté leur décision. Et ce village-là, c'est resté intact jusqu'à qu'ils avaient des ONG qui arrivaient. Et c'était bloqué. Donc ça, c'est une autre démarche, que nous, on a des pouvoirs à agir. On peut dire, ok, voilà, s'il vous plaît, ne vendez pas à n'importe qui, vendez à des gens qui sont d'ici, on reste ici, on reste avec nous. Okay? Donc il y a des solutions par rapport à ça. Et après d'avoir quelques personnes qui viennent, c'est pas mal non plus. Et ce que je veux bien faire aussi, c'est aller dans l'autre sens.
j'ai passé de l'antonyme de gentrification, mais que les gens qui sont dans les quartiers modestes, ils vont dans les quartiers riches, et puis on a les gentrifiés, mais dans l'autre sens. Parce que quelque chose, on parle beaucoup de le changement climatique, réchauffement climatique, la pollution, le plastique, et petit à petit on oublie des choses comme la pauvreté, des choses comme ça, la malbouffe, etc. Et comme j'ai dit, j'ai des bases en neurosciences, et donc la pauvreté, que j'aime pas le mot, hein, c'est non, je vais dire les gens d'un statut socio-économique réduit, modeste. Mais on va dire pauvre parce que c'est un peu long, que les conséquences néfastes de la pauvreté de naître dans un milieu comme ça commence dans le ventre de votre mère, et puis par la suite ça s'enchaîne pendant toute la vie. Mais 2/3 des conséquences néfastes de la pauvreté, c'est dû à la proximité entre les gens qui n'en ont pas et les gens qui en ont. Okay? 2/3. Et si tout le monde avait plus ou moins le même revenu, peut-être c'est modeste, mais voilà, tout le monde est dans la même banque. Mais nous, on a un quartier populaire, et pas beaucoup de chômage, des choses comme ça, juste à côté d'un quartier qui est riche, qui les gens sont aisés. Et donc c'est pire pour les gens ici. Donc il faut aller dans l'autre sens, que nous on commence à réapproprier les quartiers entre guillemets chicos, des choses comme ça, et les transformer aussi. Et par la suite faire toute la ville. Dans ça, il y a des questions techniques, et comme j'ai dit, on peut tout faire, mais on ne fait pas n'importe quoi. J'arrive toujours avec la merde à la fin. Parce qu'à un moment donné, j'ai envie de montrer que l'ingénierie, c'est pas n'importe quoi. Il faut si on va produire des choses à manger en ville, qu'on fait, donc on va faire, c'est très très à la mode en ce moment, l'agriculture urbaine, donc sur les toits, sur les balcons, un peu partout. Mais qu'est-ce qui se passe si les gens mangent, mais quelques temps après, ils vont chier? Donc qu'est-ce qu'on va faire pour gérer ça? Donc c'est pour ça l'ingénierie de la permaculture, c'est complètement holistique. On va voir comment est-ce qu'on produit les choses qui sont bonnes pour la santé des gens, qui vont prendre soin de la terre, qui prennent soin des gens. Et après, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les choses? Et du coup, ça nous amène dans la partie super excitante, intéressante de la permaculture, c'est qu'on va explorer des approches, on va rechercher, on va travailler l'imagination, on va travailler l'information, etc., pour trouver des solutions qui ne sont pas simplistes. J'ai parlé de ça il y a longtemps dans une conférence. En Bretagne, par exemple, les Français, ils ont décidé d'envoyer tous les porcheries en Bretagne, quasiment. Donc les porcs chient, le lisier s'est étalé sur les champs, injecté dans le sol, il pleut, donc ça va dans les ruisseaux, ça arrive sur la côte, des algues vertes, donc c'est un déséquilibre de l'écosystème littoral. Et donc ils ont dit, ok, ce qu'on va faire, on va créer des systèmes de méthanisation. Donc on fait une usine de méthanisation. Là on prend le lisier, on met dans l'engin, ça va fermenter, ça donne de gaz, et après ils ne parlent pas de cette partie-là. Parce que tu mets 4 tonnes dedans, tu as 4 tonnes qui sortent. Et la seule différence, parce que c'est le gaz, c'est méthane, donc c'est CH4. Donc une partie de ce qu'on a perdu, c'est une partie de la matière carbonique, mais par rapport à l'azote et choses comme ça, on n'a quasiment rien changé. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc là, il fait exactement la même chose, c'est étalé sur les champs, c'est injecté, ça arrive dans les ruisseaux, ça arrive à la mer. Okay? Donc ça, c'est juste complètement simpliste à outrance, et c'est pas juste réfléchi. Et c'est con, parce que nous, on peut faire beaucoup mieux que ça. On peut réfléchir dans une manière beaucoup plus holistique et dire, ok, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour le système complément. Donc si je travaille avec un bar d'immeubles à Marseille, peu importe, je ne vais pas dire à tout le monde, il faut une toilette sèche. Voilà, dans l'appartement, c'est absurde. Donc on va trouver d'autres types de solutions. Par rapport à la production, donc ça c'est vaste et divers et varié. Hein.
Il y a une problématique avec la pollution, une problématique avec la contamination des sols en ville, avec les industries qui ne sont plus là. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Principalement, on va essayer d'éviter de cultiver dans les sols en ville. On va créer les sols nous-mêmes. Il y a aussi un truc, on m'a envoyé pas mal de liens par rapport aux projets de l'agriculture urbaine. Et parfois, je me sens un peu énervé, j'avoue. Enfin, quand je me sens tout le temps énervé. C'est une super installation sur un toit. Et quand tu regardes comment ils ont fait, ils appellent ça l'aéroponie. Très bien. Ils ont acheté le système aux États-Unis. Ils ont acheté ça aux États-Unis. Ouais. Ils ont importé ça en France. Ils ont installé ça sur le toit d'un bar d'immeuble en France. Et c'est plastique. Tout est en plastique. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a raté un truc là, une information quelque part, parce que le plastique c'est pas bon. Et en plus bas, il dit que ouais, non, c'est pas basé sur les biphénols, des choses comme ça, mais après il y a d'autres types de molécules, ce qu'on appelle les molécules perpétuelles, qui partent dans l'environnement, les phtalates et des choses comme ça, qui sont hyper nocifs pour la santé. Donc c'est du plastique pour les cultures, pour moi c'est une espèce d'aberration. Et j'ai pas fait ça, donc je fais des toits, on en fait avec du bois, on a fait avec des produits plus ou moins naturels, quoi. Et pas de plastique. Donc ça c'est quelque chose tout le temps en train de réfléchir. Et juste pour finir à la fin de ça, c'est super bien avec nous parce qu'on a ces grands filtres là, les éthiques. Ouais. Et parfois je les présente comme une espèce de grand filtre à café. Et là, on va verser dans le filtre à café toutes les choses qu'on peut faire sur le toit d'un bar d'immeuble. Et ça va sortir, il y a quelques gouttes qui sortent. Et ça, c'est les choses qui prennent soin de la terre. Si tout ce qui reste dans le filtre qui ne prend pas soin de la terre, dans le bel pu, et après, dans le deuxième filtre, est-ce que ça prend soin des humains? Si ça ne passe pas ce filtre-là, on n'utilise pas de technique de stratégie. C'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas le quantique, quoi. Et donc ça c'est pour nous, j'hésite à le dire, parce qu'on me dit il faut arrêter de dire ça, mais c'est quand même simple. C'est vraiment pas très compliqué. Mais avec des choses simples, on crée des systèmes complexes. Avec la nature, c'est simple et complexe, et la société, c'est compliqué et difficile. Alors on veut changer ça. Est-ce que vous avez des questions là? C'est super, merci beaucoup. Hein? Parce que, par exemple, vous avez parlé du village à Marseille, qu'on ne pouvait pas mettre des toilettes sèches. Et je me demandais si vous avez trouvé d'autres solutions. Ouais, c'est très simple. Ok, c'est quoi un bronze? Un sel d'un humain. C'est fait de quoi? Combien? 70% de flotte. Donc si j'enlève de la flotte, l'eau, j'ai réduit le truc par 70%. C'est pas très compliqué. Ouais. Et du coup, les stratégies sont des choses comme ça. Donc on peut avoir dans chaque appartement des toilettes desséchantes. Solaire sur le balcon. Voilà, par exemple. En gros, c'est un séchoir solaire. C'est le même principe, sauf que ça sèche les bronzes. Et par la suite, on a une espèce de poudre. Ok, pendant le temps médiéval, ok, juste un truc sur ça. On a commencé à devenir sédentaire. Et puis par la suite, on est devenu plus petit, avec les os plus fins, plus graciles. On commence à avoir des caries partout dans les dents. Et après, on a commencé aussi à domestiquer les animaux. Et chaque fois qu'on a domestiqué un animal, on chopait les vers intestinaux de cet animal. Okay? Donc, dans le temps médiéval, on n'avait plus de dents. On avait juste comme ça, on se cassait facilement. On avait des séquelles de partout à cause des gestes répétitifs. On était plus petits et beaucoup moins en bonne santé. Et aussi, on était blindés de vers intestinaux. Okay. Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses qu'il faut bien gérer.
sinon ça part en catastrophe tout de suite. Donc la merde, c'est un truc qu'il faut bien gérer. Et quand c'est desséché comme ça, les bactéries autres, streptocoques, coliformes, etc., mais ils sont morts. Parce qu'ils ne sont pas tués par le froid, ils sont tués par desséché, chauffé, ils sont tués. Donc le poudre qu'on a par la suite dans une toile desséchante, c'est quasiment inerte. Et on met ça dans les jardins, choses comme ça. Et il n'y a aucun agent pathogène qui vont dans voilà. Et les médicaments sont dans l'urine. Mais le problème, c'est la solution. Dans un quartier, on va commencer tout de suite à le verdir. On va commencer tout de suite à installer autant possible sur les espaces qu'on peut trouver les systèmes de production. Donc ce n'est pas que les légumes, des choses comme ça, c'est aussi, on peut avoir pisciculture, on peut avoir champignons, on peut avoir les poules sur les toits, les canards, les hamsters, ce que vous voulez. Et surtout avec l'optique, l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens paient moins cher leurs denrées et c'est meilleure qualité. Et ce que je veux absolument faire, c'est faire en sorte que les gens ils arrêtent d'aller au supermarché. Et c'est étrange que sur les paquets de tabac, avec les personnes ici, c'est écrit ce produit peut nuire gravement à votre santé. Mais quand on va dans le supermarché, il y a 80% des produits qui sont vendus là, c'est exactement le même cas de figure. Il y a autant de recherches maintenant qui montrent à quel point ils sont toxiques pour les humains, qu'il y a des études qui montrent que le tabac c'est toxique. Je me clope maintenant. Et donc, et en plus, c'est comme les sangsues qui sucent l'énergie, l'argent d'un quartier. Et puis en échange, ils nous donnent des choses qui ne sont pas bonnes à manger. Quand vous allez dans la ville, de toute façon, même si dans une épicerie bio et choses comme ça, les fruits et les légumes ne sont pas mûrs. Ils sont récoltés avant qu'ils sont mûrs, ou ce sont des variétés qui sont, par exemple, les tomates qui sont rouges avant qu'ils soient mûrs. Okay. Donc tout ça, c'est hyper bon. Alors, d'un point de vue culturel, qu'est-ce que je peux faire pour les gens? J'en crée un groupement d'achat, créer autant que possible de production locale, par la suite créer des liens avec une ferme qui est juste pas loin et travailler avec des gens pour qu'ils transforment leurs pratiques, pour essayer de produire mieux, prendre soin de la terre, prendre soin des humains, etc. Du coup, les gens dans le quartier, ils ont maintenant accès aussi à la campagne et pour aller visiter la ferme, faire un petit barbecue, choses comme ça là-bas. Et pour beaucoup de gens qui habitent dans les quartiers, ils n'ont pas cette... c'est payant partout, quoi. Et d'avoir l'optique, je vais en parler de ça encore un autre jour, parce que c'est l'obligation des gens qui produisent à manger. C'est de prendre soin de le microbiote des gens qui sont leurs clients. Okay? Donc ça veut dire plus de diversité, d'une plus grande diversité de produits, des choses lacto-fermentées. Et surtout éviter tout ce qui est produits alimentaires hautement transformés. Parce que c'est ça te nique la santé, ça te fout en l'air le microbiote. Et on sait maintenant de plus en plus à quel point le microbiote c'est important pour la santé générale. Comme je me ressens, la production de neurotransmetteurs, des choses comme ça, c'est hyper important. Donc ça c'est une obligation des gens qui produisent à manger. Donc n'importe quel système qu'on va installer, ça va dans cet objectif-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui sont vraiment bien, ils ont mangé bien, ils sont en bonne forme. Et puis par la suite, comme ils disent, c'était je pense tant que je suis. Oui, Descartes. Descartes, ouais. Mais ça c'est un philosophe, tu vois. Mais si tu arrêtes à donner de manger à un philosophe, en 3 semaines après, c'est le compost. Donc c'est pas je pense donc je suis, c'est je mange donc je suis. Ok, donc ça c'est le truc à ma colle. Et le mieux que je mange, le plus grande diversité, choses comme ça, le mieux je me sens, le mieux mes microbiotes, la plus grande diversité, ça a un impact sur la longévité, sur la morbidité après, sur la démentie, sur juste tout plein de choses. Okay, sur comment je sens bien, je me sens un peu morose, etc. Tout ça, je n'existe pas, je suis un écosystème.
Okay. Je suis un écosystème dans un autre écosystème. Voilà. Ne me commence pas avec ça parce que ça m'a... Et avec ça, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont de plus en plus bonne santé. Ils sont de plus en plus, plus réveillés, en fin de compte. Oh oui, sûr. Et donc il y a moins de demande pour les médicaments. Parce qu'ils n'ont pas besoin, parce que les causes des maladies, des choses comme ça, on les enlève petit à petit pour rendre, il n'y a pas de plus de pollution et plus de bruit, et moins ont pas de crime. Les gens ont accès à de bonnes choses à manger, ils ont un bon travail, ils ont de camaraderie de leur réseau social autour, etc. De bonne qualité de bâtiments, ils dorment mieux parce que ils sont moins malades et du coup ils ont moins besoin d'aller aux urgences, aller à l'hôpital, prendre les médicaments, etc., etc. Parce que tous les médicaments, ils ont des effets secondaires, tertiaires, quaternaires. Et le nombre de personnes qui sont à l'hôpital à cause de ce qu'on appelle les syndromes, les maladies iatrogènes, c'est énorme. C'est beaucoup de gens qui sont à l'hôpital parce qu'ils ont pris des médocs. Okay, donc ces effets secondaires qui sont pas bons. Et donc quand tu es à l'hôpital, là tu chopes la maladie machin. Okay. Oh, Covid, des choses comme ça. Okay. Donc tout ça, c'est dans le mauvais sens, on va amener ça dans le bon sens. Que vraiment que je dis, oui, c'est bien, c'est bien, un peu d'exercice, c'est bien. Voilà, il y a moins de déprime, il y a tout. Oh là là, et c'est tellement simple. Est-ce que vous avez des questions là? Non, je ne peux plus moins finir. Ça, c'est les punctions. Est-ce que tu peux rajouter une étape avant de dessécher le caca par de la méthanisation ou c'est pas possible? Ajouter une étape. Est-ce que tu peux passer par un méthaniseur avant de dessécher? Ah oui, tu peux, ouais. Donc en fait, tu fais du gaz et tu dessèches que le reste. Ouais, sauf que tu as plus de flotte. Okay. Bah, c'est possible. Les méthanisateurs, en gros, en Europe, on les voit très peu en fin de compte, parce qu'ils font une température ambiante de 30, choses comme ça. Donc, après, il y a des astuces. Hein. On met des chauffe-eau solaires dedans, choses comme ça. Ils sont très très grands, isolés. Voilà. Est-ce qu'à l'échelle, par exemple, d'une barre d'immeuble, c'est possible d'installer un méthaniseur en bas et d'utiliser... Ah ouais, ça a été fait. Ouais. Mais il faut par la suite gérer ce qu'on appelle le digesta. Okay, ouais. C'est le truc. Et voilà. Au tout début, tu as parlé des choses qui se font en ville, qui ne sont pas adaptées à l'humain, comme les bâtiments ou autres. Mais si tu peux développer un peu plus, c'est quoi qui n'est vraiment pas à faire? Il y a des choses qu'on fait et c'est vraiment pas à faire, et des choses qui doivent être faites. Ouais. Ok. On est à la base, on est au niveau le cerveau et le corps même, on est à la base, on est chasseurs-cueilleurs. On est des chasseurs-cueilleurs qui ont se auto-domestiqués pour devenir sédentaires. Mais on a toujours tout plein de réflexes qui sont, qu'on a développés pendant 200 000 ans, qui sont adaptés à une vie de chasseur-cueilleur, qui sont toujours là. Okay? Donc, par exemple, on a deux façons de réagir, la façon rapide et la façon un petit peu plus longue, mais c'est toujours de quelques millisecondes. Hein. Je suis en train de marcher dans le bois comme ça, je vois quelque chose devant moi, je saute à côté parce que je pense que c'est peut-être un serpent. Donc c'est l'information ici, ça passe par les amygdales du cerveau, ça passe tout de suite dans le cortex motrice, donc je saute à côté. Par la suite, quelques millisecondes après, cette information va passer dans le cortex et le cortex va me dire « non, c'est une branche ». Ah, c'est bon, donc je continue mon parcours et après cette mémoire va s'installer dans l'hippocampe et aussi en partie dans les amygdales. Donc ça c'est bien, ça c'est le réflexe combat-fuite. Okay? Alors, ce qui se passe si je me mets cet animal, l'humain, et je mets dans une ville, cet animal, maintenant, qu'est-ce qui se passe autour de cet animal-là? Donc cet animal, par exemple, c'est moi qui arrive pour visiter ma copine qui habite dans le 3e à Paris, donc le Marais. Tu peux me larguer dans n'importe quelle forêt, et je peux m'en sortir. Dans le Marais, laisse tomber.
J'ai dit, mais putain, c'est pas possible, ça fait 5 fois, les 10 fois que tu es venu chez moi, et chaque fois tu te perds entre le bus et chez moi. Et je dis, mais ouais, mais je sors du bus, hein, et tu se ressembles. Il y a des canyons comme ça, des bâtiments. Ah oui, mais des ronds-points. Et oui, les ronds-points, ils ont une symétrie dans la rotation. Tu peux tourner le rond-point comme ça. Et pour moi, ça se ressemble, ça ne change rien. Je n'ai pas de point de repère. Je ne vois pas les étoiles, je ne vois rien. Donc je suis complètement largué. En plus, je suis agressé par tous les angles droites. Donc ça, c'est quelque chose qui agresse l'humain. C'est opprimant aussi d'avoir cette énorme hauteur qui baisse en moi. Plus toute la circulation, les codes, et maintenant ils ont fait un double voie avec des vélos. Par la suite, il y a une double voie avec les voitures et après une voie avec les bus. Et moi j'avais mal au cou parce que je ne sais pas où regarder. En plus, il y a des gens sur le trottoir avec les trottinettes. Donc je suis comme ça, comme tout le temps. Donc là, mes amygdales vont dilater. Je me suis dans une situation tout le temps de combat-fuite. Et alors tout ce type de stress, plus le bruit, la proximité des gens, cette distance-là, des gens sont ici, tout ça, ça me stresse, ça stresse l'animal, c'est automatique en fin de compte. Et ça fait en sorte que mes amygdales, le cerveau, ils vont être dilatés, ils vont être hyper sensibles. Du coup, moi, je deviens hyper réactif par rapport aux choses. Et quelques études ont montré que les gens qui habitent dans les quartiers en ville, où il y a pas mal de brassements, choses comme ça, avec les voitures, pollution, bruit, etc., l'état de leur cerveau, ça ressemble à quelqu'un qui a le syndrome de post-combat. Okay? Au niveau de sensibilité des amygdales, la réactivité, choses comme ça, il est tout le temps stressé. Alors tout ça, c'est à changer. Et on peut calmer tout ça parce que beaucoup de la permaculture, en fin de compte, c'est par rapport à la lenteur des choses. Si je travaille ici par rapport à l'eau, alors on a une pente, donc il y a l'eau qui est arrivée là-bas, ça va descendre ici, ça va descendre par là, ça part par là. Donc s'il y a une forte pluviométrie, ça va speeder par là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais agir pour le ralentir. Okay. Et donc on a slow food, et ça, slow food, c'est pas passer 2 heures à faire la queue, c'est juste, c'est passer plus de temps à produire et puis pas à les transformer. Et aussi donc une espèce de slow vie, en fin de compte, de ralentir les choses, que les choses soient plus calmes pour les gens. On n'a pas besoin de speeder à droite à gauche tout le temps, de courir juste pour rester en même place, de juste tout calmer. Et de se faire lente, plus calme, juste ça, comme ça. Parce que sinon, ça m'explose la tête, là. Sincèrement. Est-ce que ça répond à la question? J'ai oublié qu'est-ce que c'est de la question, mais je ne sais pas que ça répond à la question. Ma question, c'est est-ce que tu sais ce que tu vas dire à la fin quand tu commences ta phrase? Non. Non, je ne sais jamais. Enfin, quand c'est des cellules neurones qui... C'est des neurones un peu anarchiques et ils font ce qu'ils veulent, quoi. J'ai une problématique aussi que j'ai tendance, je suis en train de parler, mais mes pensées, ils ont tendance à penser à autre chose. Putain, j'ai pas pensé à ça et je me raconte des blagues. Moi, moi, je me posais une question. En termes de temps, tu parles d'accompagner en fait un design de quartier avec la participation des habitants. C'est quelque chose qui peut se mettre en œuvre en fait au début avec un accompagnement voilà, sur quelques mois. Mais ça demande aussi un suivi dans le temps ou rendre les personnes autonomes en fait, ouais. Quant à l'aménagement. Tout à fait. Et comment... Je vais trouver les personnes de ressources. Les personnes qui connus par tout le monde, qui sont, voilà, c'est ton chèque barre d'immeuble, il y a quelqu'un comme ça, quoi. Tout le monde le connaît. Et dans cette personne de ressources, par la suite, on va trouver des alliés. On va créer une équipe, une espèce de noyau comme ça. Et par la suite, on va trouver une démarche qui parle à tout le monde autour. Comme j'ai dit, c'est pas forcément on va faire les bacs à légumes, choses comme ça peut être autre chose. Et petit à petit, on va travailler avec ces gens pour qu'ils vont refaire leur quartier. Et un grand frein par rapport à ça, c'est très étrange, on trouve ça beaucoup en France, c'est cette histoire des bergers, les maîtres, les présidents, choses comme ça. Donc tout le monde a tendance à tout de suite regarder vers le berger. « Ah, sauvez-nous !»
Mais ils ont rien à foutre, quoi. Ils s'en foutent, quoi. Donc on ne fait pas ça. On va réduire. Non, vous avez le pouvoir d'agir ici. Vous pouvez complètement changer votre lieu. Et ça, je sais parce que j'en ai fait. Donc on a le petit quartier qu'on avait à Londres, on a tout changé. Et c'était hyper rapide. Au bout d'1 an, on avait des jardins partout, on avait un groupement d'achat, on avait un système d'échange, on avait un système de panier, on a couvert des bâtiments avec des végétales pour à manger. On a fait des toits, on avait des gens qui commencent à faire des vêtements, on a des gens qui commencent un bistrot, un café culturel, des gens qui commencent petit à petit à trouver du travail. Donc ça c'est aussi une partie de ce qu'on fait, c'est qu'on arrête de regarder à l'extérieur tout le temps pour trouver du travail et créer-le. Tout le monde a des compétences, et tout le monde a une créativité. Et on est tous nés avec une créativité et n'importe quel système éducatif devrait être là pour nourrir cette créativité et aider les gens à la trouver. Comme le système d'éducation actuel ne fait pas ça, nous on a besoin de le faire nous-mêmes. Donc ça c'est ce qui est intéressant avec un système d'échange par exemple, c'est de travailler avec des gens, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est quoi votre niche économique, choses comme ça. Voilà, qu'est-ce que vous aimez bien faire? Je pense que j'y réponds à la question. Là. Ah putain, c'est la première fois. Tu as fait référence à pas mal de solutions que vous avez développées sur des cas concrets dans des villes, dans des quartiers, dans des villages. Toutes ces solutions, vous les documentez, elles sont... Non. non, c'est drôle. Moi, je suis hyper nul à ça. Enfin, quand moi je travaille, je sais pas combien de projets partout et j'oublie tout. Ah merde, j'ai pas pris de photos à la fin. Et là, et deux choses qu'on avait complètement oubliées en 90 et après, dans ce quartier à Londres, on a oublié deux choses. Déjà, documenter ce qu'on a fait, ce qu'on faisait. Personne l'a fait. Et aussi qu'il y avait des mairies. Nous, on a littéralement, je pense, on n'a pas pensé qu'il y a des mairies. Il n'y a personne qui a parlé de ça dans le groupe pendant au moins 1 an et demi. Et c'était à un moment donné, quelqu'un dit, c'est la mairie. Ah, c'est vrai, il y a la mairie. Et donc on était voir la mairie avec une petite stratégie. Ils avaient un grand vestiaire devant l'entrée, c'était en marbre, c'était très très joli. Nous on avait passé comme ça, puis regarder dans les jardins des gens, etc. On a noté tout ce qui était arbres fruitiers. Par la suite, on a été frappé à la porte des gens. Vous faites quoi avec vos pommes, vos poires, choses comme ça? Ils disaient bah rien. Est-ce qu'on peut les acheter? Est-ce qu'on peut juste venir les récolter? Donc on commence à avoir une relativement bonne production de fruits comme ça, mais sans planter quoi qu'il soit. C'est un principe permaculture. On travaille avec ce qui existe déjà. Et on voulait le transformer en jus pour le préserver pour l'hiver. J'ai mis un costard avec mon pote, il a mis un costard aussi, on avait rendez-vous avec le maire adjoint. On disait qu'est-ce que je peux faire pour vous? On avait remarqué que vous avez un grand foyer avec le marbre comme ça, c'est très très propre. Nous on a besoin d'un lieu pour installer notre pressoir pour faire les jus de fruits. Donc est-ce qu'on peut utiliser le... Et il nous a regardé comme si on était complètement con. Il dit bah ça va être compliqué, non, non pas vraiment quoi. Un grand pressoir avec un broyeur de pommes à côté dans le foyer de la mairie. Donc il a dit non. Et ce qu'on avait attendu, enfin quand il va en dire non à ça, il était très très content de dire oui à la prochaine demande. Donc c'est stratégique. On se costumait pour qu'il ne se sentait pas agressé par je sais pas quoi. Et après, on a fait une demande qui était juste absurde, qu'il a dit non, et après il a dit oui. Stratégique. Après, il a dit oui. Il a dit oui à les autres demandes qu'on a fait. Parce qu'il a dit non la première fois, il voulait dire oui après, parce qu'il disait non, c'est des gens sympas et tout. En plus, ils ont des costards, ils sont comme nous. Parce que, voilà. Voilà, d'autres questions? Au niveau de la ville, tu dis que
c'était entre 150 et 250 personnes pour que l'humain se sente bien. Et en réalité, la ville, c'est peut-être ce qu'il y a de plus écologique d'un point de vue peu de déplacement entre les personnes, infrastructures reliées et donc moins d'emprise sur le terrain. Et la question, c'était est-ce que le système un peu comme le Corbusier à Nantes, la tour qui prend 10% du terrain, c'est une bonne idée écolo? Quelle idée pourrait bien marcher en fait sur le développement de la ville? C'est assez intéressant l'auteur. Je peux avoir quelqu'un qui me donne des conseils par rapport à où investir mon argent. Si j'avais de l'argent, il peut me donner des conseils, de faire des conseillers comme ça, vous voulez? Vous connaissez? Vous n'avez pas? Non? Ok. Mais si j'ai un conseiller qui son cabinet, son bureau c'est au rez-de-chaussée, ils vont prendre beaucoup moins de risques avec mon argent que quelqu'un qui est son bureau à le 8e étage. Donc il y a un impact sur l'humain par rapport à l'auteur dans lequel on se trouve. On n'est pas très adapté à être très en hauteur. Mais il y a quand même ces barres d'immeubles qui existent, donc c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc on peut les améliorer. Les systèmes de Corbusier et compagnie, on a beaucoup travaillé sur ça, on a beaucoup expérimenté ce genre de choses dans l'urbanisme. Franchement, c'est pas top. Hein. Et en plus, c'est pas assez, en fin de compte. Et en plus, on a énormément qui est déjà construit. Donc il y a beaucoup notre priorité en fin de compte, c'est pas de continuer à construire, à déconstruire pour reconstruire, c'est de travailler avec le bâtiment existant pour l'améliorer. Et là, il y a plein de choses qu'on peut faire parce que c'est vraiment la partie visuelle, la partie esthétique qu'on peut transformer par rapport au bruit, et choses comme ça, la résonance, l'isolation phonique, etc., qui peut vraiment changer la qualité de vie que des personnes qui habitent dans un bar d'immeuble. Et les écoles d'ailleurs. Est-ce que c'est bon la réponse là? Non, c'est pas répondu. Tout ce qui est comment dire, changement de bâtiment, j'avais vu quelques exemples comme ça de travail qui ont été faits, mais il y a quand même un problème de relogement, parce que très souvent ça va être des barres d'immeubles qui sont cassées pour qu'il y ait une ouverture, pour qu'il y ait un visuel, que ça fasse moins mur, enfermement. Ces personnes-là doivent être relogées quand même à un moment donné. Oui. Donc il y a quand même une forme d'exclusion du quartier de certaines personnes. Pourquoi? J'ai des exemples des barres très très grandes, que ce soit un peu plus agréable à vivre. Et il y a une sorte, disons, il y a une partie du bâtiment qui a été détruite pour faire des ouvertures et juste de lumière, quoi, et puis d'horizon. Et forcément, ça fait des personnes qui sont déplacées. Ah ouais. Ouais. Là, mais comme j'ai dit, tout dépend du contexte, donc on essaie d'éviter au minimum possible de conséquences négatives. Et après, je dis que si je travaille dans un quartier, je veux aussi avoir avec les gens, mais qui est-ce qui est ici, qui habite ici, qui veut partir, qui va habiter en campagne. Et ça, donc je reviens au début du truc, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire pour faire revivre la campagne. Parce que franchement, il y a des endroits, c'est la misère l'hiver, il n'y a rien à faire, quoi. Et donc ça commence avec ça. Donc dans le quartier, par exemple, à Londres, c'était à un moment donné, on était deux, on est parti pour gérer une ferme en maraîchage, pour justement alimenter de la bouffe dans le quartier qu'on a quitté. Bon, c'était 2 mois. Et après, d'autres personnes, ils ont fait pareil. Donc c'est l'approche stratégique plus qu'autre chose. Puis en fonction des villes, il y a quand même aussi beaucoup de bâtiments qui sont déjà vides et qui pourraient être réhabilités. Ouais, complètement. Ouais. D'une meilleure manière, sans forcément avoir à déloger des gens, il y a des bâtiments préexistants. Ouais. Et il y a des choses qui sont juste complètement aberrantes actuellement et les choses sur lesquelles on peut vraiment facilement travailler sur là. C'est que pourquoi dans une commune, est-ce qu'il y a des logements insalubres? C'est pas normal ça. On peut tous ce travail, c'est pas bon pour la commune qu'il y a ça. C'est pas bon pour la commune que les gens qui sont dans la misère, des choses comme ça. Donc tout le monde peut être pro-social, on peut aller aider, on peut retaper, on peut travailler sur ça. C'est la même chose dans un quartier aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en faire en sorte que les gens vivent bien, dans quelque chose qui est bien. Franchement, les humains,
on peut faire des choses, non? Ouais! Excuse-moi, les gens qui sont endormis là. Ok, voilà. Bah, ça c'est les villes, on a fini les villes, c'est bon.